C'est le retour de la pause pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Yao Eklo Nukunu et Constant Lemou. Avant la pause, tout à l'heure, nous étions en train d'évoquer donc le durcissement de la loi anti-homosexualité dans un certain nombre de pays d'Afrique, notamment le Niger, le Burkina, le Ghana. On a peut-être oublié même d'y ajouter le Sénégal qui a pris également les mêmes mesures il y a quelques semaines déjà. Avant la pause, Yao Nukunu disait que l'Afrique doit poser le débat, réfléchir pour voir quelles solutions apporter. Constant Lemou, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui prendre ce phénomène, je veux dire sur le plan sociologique, anthropologique, y réfléchir et voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? La sagesse commence par la peur du gendarme. En attendant que les pays africains maîtrisent les réseaux sociaux, de sorte à empêcher certains films, des feuilletons, des dessins animés qui normalisent un peu pervertissent en tentant de normaliser une déchéance humaine. En attendant d'arriver à contrôler les réseaux sociaux, la mesure, la première, c'est de prendre ces lois, et ces pays ont bien fait de les prendre. Il faudrait que le déviant, puisqu'il est intellectuellement normal, comprenne qu'il y a une loi qui condamne son attitude. Comment comprenez-vous qu'un père de famille entretienne l'homosexualité avec d'autres hommes? Si ce n'est pas une maladie. Pareil pour les femmes, mères de famille. Entretenir des relations d'homosexualité, si ce n'est pas de la dépravation humaine, c'est bien. Il y a urgence que, du point de vue de l'éducation de la société, qu'on puisse maîtriser les réseaux sociaux qui déversent tout. Quand vous allez dans les pays développés, qui ont une technologie suffisamment avancée, une maîtrise technologique sur la communication, il y a des sites inaccessibles pour les jeunes. Mais aujourd'hui, on nous impose l'homosexualité contre l'argent de soumission qu'on appelle l'aide au développement. Parce que quelque part, celui qui doit décider de cet argent, il est homosexuel. En Europe, ce n'est pas tout le monde qui soutient l'homosexualité. Les populationnistes ne soutiennent pas l'homosexualité. Ce que je voulais juste comprendre. Ce n'est pas une mode. Vous épousez le durcissement de la loi. Ce que je veux comprendre, est-ce que la loi veut dire garder vos tendances dans le privé? Ou bien nous ne voulons même pas que vous ayez ces tendances-là? C'est comme vous me demandez, en cherchant à traiter un fou, on lui demande de rester fou mais ne pas déranger les gens, ou bien il doit redevenir un homme normal. La loi ne traite pas, la loi sanctionne. La loi sanctionne. C'est ça le sens de ma question. Je disais tantôt, la sagesse commence par la peur du gendarme. À partir du moment où quelqu'un a un comportement aussi déviant, qui sait que cela est sanctionné, et toute tentative de courtiser sont semblables. Il sera sous le coup de la loi, il va s'abstenir. Et progressivement, il sera guéri de sa déviance. Et si ces lois aussi, quelque part, signifiaient que le phénomène est plus présent qu'on ne veuille le reconnaître? Oui, c'est ça la réalité. Parce qu'en prenant de telles décisions, de tels projets de loi, ça veut dire qu'on a conscience que le phénomène... Le phénomène est là. Bien. Il est là. Bon, maintenant, c'est vrai. Et comme l'a dit mon co-débatteur, M. Constant Lemou, ce n'est pas mauvais de prendre de telles dispositions légales contre le phénomène. Parce que, souvenez-vous, depuis qu'il y a des lois qui stipulent que lorsque vous couchez avec une jeune fille qui n'a pas l'âge mature, 18 ans, donc que vous êtes frappé, bon, ça travaille également sur la psychologie de beaucoup. Qui, quand il rencontre une jeune fille, il veut savoir quel est son âge et il se montre prudent.
Bon, beaucoup se montrent prudents, beaucoup également, etc. C'est vrai que... Mais là, ce phénomène est en une autre dimension. Hein, c'est en une autre dimension, comparativement aux lois pour les viols, etc. C'est en une autre dimension. Et c'est pourquoi, au-delà de la loi, il faut que nous, les Africains, que nous réfléchissions, si nous avons la capacité. Il faut rassembler tout. Ce n'est pas... Vous savez, nous avons toujours cette tendance-là où, quand il faut parler de réfléchir pour nous, c'est seulement des gens qui ont observé l'académie occidentale, c'est-à-dire qui ont été à l'école des Blancs, accumuler les diplômes. On pense que ce sont eux seulement qui peuvent réfléchir. Mais malheureusement, je vais encore remonter un peu dans le passé. Avec l'avènement de Covid, nous avons vu que l'université de Lomé a initié, et en initiant cela, il a associé les guérisseurs, les traditionnels, etc. Et donc, il y a un produit qui a été dégagé, qui a été élaboré contre le Covid. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un monde, dans un contexte où nous sommes toujours sous l'influence, etc. Donc, ça fait que ça n'a pas donné. Alors donc, comme pour dire que aujourd'hui, pour nous les Africains de réfléchir, ce n'est plus l'apanage exclusif de tel qui a la licence, doctorat, master, etc. Non. Parce que moi je dis toujours que même les Occidentaux et les Blancs, ils n'ont pas été à l'école au ciel, obtenir les diplômes avant de revenir créer l'académie pour que nous les Africains, nous allions à l'école des Blancs et avoir des diplômes et les brandir. Non. Mais c'est tout naturellement qu'ils ont réfléchi pour toujours créer, développer tout ça. Alors donc, il n'y a plus d'exclusion à faire. Si nous voulons pousser des réflexions, il faut que ce soit dans un cadre élargi. Il faut donner plus d'ouverture parce que chaque être humain a sa capacité, a sa potentialité à donner. Et c'est ce que les Blancs, eux, ils font toujours. C'est pourquoi ils arrivent à évoluer. Ils ne mettent pas d'exclusion, non. Ils donnent toujours l'accès à tous. Donc, il faut que ceci ait d'audience au sein de chaque catégorie de population pour que les États y prennent et savoir comment organiser cela pour que chacun puisse apporter de ses idées, de son savoir pour qu'on ait une solution. Alors, permettez qu'on évolue maintenant. On va toucher le troisième sujet au programme de cette émission. On va parler du sport, une fois n'est pas coutume, avec la faveur de la Coupe du Monde 2026 qui a démarré le 11 juin dernier. On va essayer d'évoquer donc les chances de l'Afrique. Il faut dire que grâce à l'élargissement de la compétition à 8 équipes, l'Afrique compte désormais un nombre record de 10 sélections nationales qui sont qualifiées pour ce mondial 2026. Dans l'ordre, on a l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert qui est là pour la première participation historique, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la RDC, le Sénégal et la Tunisie. Constant Lemou, est-ce que ce nombre record de pays africains, on était limité à 5, maintenant c'est 10, est-ce que ça accroît les chances de l'Afrique de remporter pour une fois ce trophée? À cette question, je ne saurais répondre avec certitude. Si les résultats de la compétition étaient une probabilité, on calculerait alors les chances de réussite, les chances de gagner par une des 10 équipes sur les 42 de la phase finale de la Coupe du Monde. Mais le football n'est pas mathématique, n'est pas probabilité. Même si beaucoup de calculs se font autour, sur le terrain, c'est 11 contre 11. Ouais. Et les équipes qui se seront mieux préparées, c'est elles qui gagnent. Mieux préparées psychologiquement, tactiquement, sur beaucoup de plans. Ce ne sont pas les équipes des pays les plus riches, ce ne sont pas les équipes dont les salaires des joueurs sont astronomiques qui gagnent forcément. Je dis bien les équipes qui se seront le mieux préparées. Et encore, en football, la chance compte beaucoup. Oui. Parce qu'une équipe peut bien jouer. Si elle n'arrive pas à marquer,
Si les attaquants ou les défenseurs se sont mal réveillés et n'ont pas de chance, eh bien, l'adresse devant le but pose problème et l'équipe va perdre malgré tout son potentiel. Les 10 équipes africaines, quand on les prend individuellement, elles n'ont pas les mêmes capacités. Oui. Ça, c'est évident. Mais il y en a qui nous séduisent plus que les autres. Il y a aussi l'histoire de chaque équipe. Certaines qui participent pour la première fois Cap-Vert ne signifie pas qu'elles n'iront pas loin. Le Sénégal est allé loin en 2002. 2002, oui. Oui. C'était pratiquement le Maroc qui a fait la demi-finale au Mondial dernier. Alors, je pense que l'Afrique a des cartes à jouer. Lorsque nous prenons des équipes chatoyantes comme le Maroc, le Sénégal, si le football était mathématique, nous pourrions affirmer, sans risque de nous tromper, que ces pays, ces équipes devraient se retrouver dans le dernier carré d'as. Mais nous ne savons pas ce qu'elles nous réserveront dans les jours à venir. Ce qui est intéressant aussi, les surprises ne sont pas interdites. Il ne serait pas surprenant de voir le Cap-Vert se retrouver à un niveau où on n'attendait pas un débutant. Tout ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est de souhaiter une bonne chance à toutes ces équipes africaines qui vont nous honorer, même si la sortie ratée d'hier de l'Afrique du Sud nous a un peu laissé nous a laissé sur notre soif. Véritablement, l'Afrique du Sud l'équipe sud-africaine ne semblait pas avoir bien préparé la Coupe du Monde. La prestation n'était pas celle d'une équipe à la phase finale de la Coupe du Monde, parce qu'en face, l'équipe de Mexique n'avait pas une grande suprématie footballistique. Il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques sur le terrain. Beaucoup d'erreurs qui ont payé cash. Oui. Et alors, c'est un avertissement pour toutes les autres équipes. Et puis 2 cartons rouges. Et chaque joueur dans son compartiment devrait prendre la mesure de l'importance du niveau de ce football. Et surtout que les lois sont corsées désormais. Eh bien, chaque équipe d'encadrement devrait vraiment avertir, rappeler dans les vestiaires ou avant les matchs sur la conduite à tenir pour éviter des buts bêtes. Yao Nkono, le football n'est pas mathématique, on le dit, il est purement tactique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau du football en Afrique, il y a des pays qui, tactiquement, ont du répondant? Excellence, vous savez quoi? D'abord, il faut savoir que les équipes qui sont qualifiées pour le mondial, ce sont des équipes qui sont qualifiées au travers des compétitions entre les Africains. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, vous savez, hier, le football était juste une question de jambes. Mais aujourd'hui, le football, c'est la mathématique, c'est les calculs accouplés d'opportunités, d'occasions. Et vous savez, dans des conditions pareilles, les Occidentaux, tous ces pays qui viennent dans la compétition, ils prennent le temps de les analyser. Et non seulement analyser, mais analyser également chaque joueur. Et savoir quelle est la performance, quelle est la nature, etc. Ils analysent. Et maintenant, ensuite, bon, sauf surprise sur le terrain, parce que vous pouvez bien analyser et cerner, mais être encore surprise d'un nouveau développement sur le terrain. Donc, moi, pour moi, et ce n'est pas que c'est pour moi, le football, c'est les mathématiques, c'est les calculs. C'est les calculs, la géométrie, etc. Et c'est là-dessus que ça se joue. Maintenant, au-delà de cela, c'est comme je l'avais dit, il y a les occasions et également les opportunités qu'il faut savoir saisir
avec énergie, et c'est ça qui donne le résultat qu'il faut. Bon, maintenant, moi, tout ce que je peux dire est que nous, Africains, nous avons encore du chemin. Nous restons encore à avoir du chemin. Et si le Maroc a fait la fierté de l'Afrique, bon, bien avant le Maroc, je crois que le Togo également avait fait la fierté de l'Afrique, parce qu'en 2006, je me rappelle, nous étions allés jusqu'en quart de finale. Pas au mondial, c'était à la CAN. Le Togo n'a pas franchi au mondial, match de foule. Mais nous avons été qualifiés pour la CAN et le mondial. Oui, ok, oui. Le Togo a joué les quarts de finale de la CAN, mais a été éliminé au niveau des matchs de poule. Oui. Il y a eu la défaite contre la France, la défaite contre la Corée. Bon, donc excusez-moi pour cette... Je pense que c'était le Sénégal qui avait l'une des premières fois. Et puis après, on a eu le Maroc qui est jusqu'en demi-finale il y a 4 ans. Alors, il y a le Ghana qui a fait les quarts de finale, qui a été malheureusement éliminé par l'Uruguay. Donc, moi, mon souhait, c'est juste d'encourager que ce soit le Maroc ou le Sénégal et encore le Ghana qui avait aussi fait cette preuve-là, de perpétuer cela, de toujours avancer pour encore pousser loin et finalement faire la fierté de l'Afrique. Parce que, bon, nous crions, nous chantons que les Occidentaux ne sont pas plus intelligents que nous, mais nous n'avons jamais eu cette chance-là de remporter la Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'a jamais atterri en Afrique. Alors donc, vivement que cela y soit pour la fierté de nous, les Africains, au moins au travers du sport. Est-ce qu'il y a des pays parmi les 10 sur lesquels vous misériez? Parmi les 10, et avant d'y parvenir, nous avons parlé de la fierté africaine. Il ne faut pas oublier le Cameroun, de Roger Mila, dans les années 90, qui nous ont fait rêver, l'équipe, la génération de Roger Mila. Vraiment, c'est une équipe qui nous a fait rêver. Parce que, bon, en ce temps adolescent... Qui battait de grandes nations dites de football à l'époque. C'était formidable. L'Argentine. C'était formidable, qui a c'est des remporté ancêtres. la Coupe du Monde. Et si vraiment les joueurs africains, pris individuellement ou collectivement, pouvaient ressembler à l'équipe camerounaise de 1990, eh bien, on n'hésiterait pas à miser gros sur la possibilité pour une équipe africaine de ramener la Coupe du Monde. Maintenant, pour répondre à votre question, je l'avais déjà effleuré. Moi, je pense beaucoup aux deux équipes finalistes de la dernière CAN, le Maroc et le Sénégal. Si au-delà... D'ailleurs, la CAN n'a pas encore connu son verdict. Au-delà de préparation tactique stratégique que vous appelez mathématique, si la chance est du côté de ces équipes, je pense que non seulement elles pourraient se retrouver dans le dernier carré d'as, mais pourquoi pas jouer la finale ou remporter la coupe. Aujourd'hui, aucun continent n'a plus la suprématie en football. Aucun pays, aucun continent ne peut s'estimer avoir vraiment une suprématie dans le domaine du football. C'est vrai, l'Europe est très ancienne là-dedans, elle investit beaucoup, elle a apparemment les meilleurs clubs du monde, mais pas les meilleures équipes nationales du monde. Puisque au sein de ces meilleurs clubs du monde figurent beaucoup d'Africains qui font plutôt le grand boulot pour rendre ces clubs meilleurs. Alors, désormais que les pays africains ont compris la nécessité de préparer les équipes à la Coupe du Monde, les pays, les dirigeants qui veulent que les équipes nationales puissent faire belles prestations, ont suffisamment investi, ont suffisamment recruté les techniciens de haut niveau pour préparer ces équipes-là. Je dis et je répète, les Blancs ne sont pas plus intelligents que les Noirs. Prenez la Côte d'Ivoire et son entraîneur qui a été chassé pendant la CAN, nous sommes en 2026,
24, c'est ça? Oui. Où la Côte d'Ivoire a remporté après avoir fait piètre figure au premier match à cause de l'entraîneur qui était un blanc. Il a été chassé proprement, remplacé par un national qui a redressé l'équipe pendant le tournoi et l'équipe est sortie championne et a remporté la coupe. Alors, si je dis les Blancs ne sont pas plus intelligents que les Noirs, il y a des exemples qui font légion. Donc, l'Afrique est bien représentée. L'Afrique jouera crânement ses chances, sauf que le 12e homme va manquer aux équipes africaines à cause des mesures drastiques américaines contre les entrées des supporters africains aux États-Unis. Cela, les supporters vont beaucoup manquer aux équipes africaines. C'est peut-être le seul handicap. Mais encore une fois, je compte sur le dépassement de soi, qu'ils constatent qu'ils sont devant le fait accompli. Ils vont jouer sans leurs supporters, mais les chances sont toujours de leur côté. On regarde... Oui, allez-y. Oui, Excellence, je vais seulement bien préciser que tous ces Noirs qui jouent dans les clubs européens, tout ça, ils ont été encadrés par les Blancs. Ils ont été encadrés, formés. Et je vais donner l'exemple. Je dis, si notre héros national, Déba Cheyi, ne s'est pas retrouvé au pays des Blancs, au milieu des copes des Blancs, il allait toujours sauter sur une jambe parce que je me rappelle, dans les compétitions chez lui ici, avant que Cheyi n'accède sur la pelouse, il tourne dans la pelouse, il saute toujours 3 fois sur une jambe avant d'y accéder. Mais une fois au milieu des Blancs, il l'a effacé. Il l'a effacé ça. C'était son petit fétiche à lui. Adebayor n'a jamais laissé ça. Ils l'ont transféré. Mais attention, donc, tous ces Noirs qui les Noirs encadrés par les Blancs ne sont pas devenus Blancs. Tous ces Noirs. Et les Blancs ont trouvé en eux un potentiel, un coefficient intellectuel supérieur. Tous ces Noirs qui évoluent sont encadrés parce que les mêmes Noirs... Pourquoi ils n'ont pas encadré les Blancs pour qu'ils soient à la hauteur des Noirs? Les mêmes Noirs restaient chez nous ici. Quand je vais citer encore beaucoup, on sait comment ils finissent, etc. Bon, voilà, justement, c'est mon confrère qui... Alors maintenant, moi, je voudrais faire une proposition, si vous me permettez. Là-dessus, je voudrais faire une proposition et ma proposition est celle-ci. Et vu que les talents sont multiples, mais les compétitions font que tel pays ou telle équipe soit éliminée, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une alternative du genre lorsque le Sénégal est qualifié, le Cap-Vert, le Maroc sont qualifiés pour le mondial, mais s'il y a toujours des talents dans les équipes qui ne sont pas qualifiées, est-ce que ces talents-là ne peuvent pas toujours être repris et mis en contribution dans ces pays, même s'ils doivent être des réservistes ou je ne sais pas par quelle... C'est une question de nationalité d'abord. Bon, nationalité... Si vous n'êtes pas d'un pays, vous ne pouvez pas jouer pour ce pays-là. Une fois qu'un joueur joue dans l'équipe nationale de son pays, il est connu au niveau de la FIFA comme tel. Ce n'est pas parce que son équipe est éliminée qu'il change de nationalité pour aller renforcer notre équipe. Vous savez, ce que je suis en train d'évoquer, c'est une stratégie, ça peut être une stratégie propre à nous les Africains. Vous comprenez? Oui, nous sommes dans une compétition qui est encadrée. Il y a des règles, il y a le patron, qui encadrent la compétition. Bon, moi, quand même, la question que je voulais vous poser, c'est quand on regarde aussi on appelle les poules dans lesquelles ces pays se retrouvent là, je prends l'Afrique du Sud qui a le Mexique, Corée du Sud, la Tchéquie, le Maroc qui est avec le Brésil, c'est pas un petit morceau, l'Écosse, Haïti, bon, ça peut se faire. La Côte d'Ivoire, Allemagne, Équateur, Curaçao, ça c'est la première fois que ce pays participe également à ce niveau. Est-ce qu'on peut se dire que c'est pas, on parle de poules relevées, poules de la mort aujourd'hui, qu'il n'y a plus ces considérations? Oh, ben écoutez, vous savez, de toutes les façons, Excellence, M. Samuel, tous les pays entrent en compétition de façon libre, de façon égale et transparente. Alors donc, il reviendra à chaque équipe de faire ses preuves au cours de la prestation. Et donc, quoi qu'il en soit, moi je dis encore toujours que quelque analyse que nous fassions, l'heure, c'est au moment venu,
c'est la prestation, c'est le terrain et au final, ce serait le résultat. Donc, nous ne pouvons que encourager nos équipes africaines à la sérénité, à plus d'énergie, à la vigilance de saisir quelque occasion que ce soit, quelque opportunité qui se présente, saisir et traduire pour faire la différence. Et donc, c'est tout ce que nous pouvons adresser. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je peux adresser comme message. Quand vous regardez les poules, il y a des chances. Oui, il y a des chances, même si c'est des groupes relevés, comme vous le dites. Il y a des pays de renom en matière de football. Je l'ai déjà dit, sur le terrain, c'est 11 contre 11. Ouais. Et tout dépend de la préparation et la chance sur le terrain. Vivement que ces équipes, on n'attend pas forcément que les équipes africaines dans les matchs de poule se retrouvent premiers de leur poule, mais il faut qu'ils soient au moins deuxième pour être qualifiés pour le tour suivant. Et je pense que toutes les merveilles, on va les vivre. On va passer maintenant au dernier sujet. On descend sur le Togo, où l'opposition s'unit autour du manifeste Génération Togo. Le fait politique donc majeur de la semaine, ça s'est déroulé le 9 juin dernier. 4 regroupements de l'opposition. La dynamique Monseigneur Podro, la dynamique pour la majorité du peuple, Lumière pour un développement dans la paix et le Front Touche pas à ma constitution ont présenté un manifeste commun. L'objectif, c'est de proposer une feuille de route pour sortir de ce qu'ils qualifient de crise structurelle. Et la stratégie, ils appellent à une transition politique pacifique en 3 étapes. D'abord, une mobilisation citoyenne, l'ouverture d'un dialogue national inclusif, incluant la société civile et la diaspora, puis la tenue d'assises nationales pour refonder les institutions de l'État. Yaounoukoulou, même question qu'on pose à chaque fois qu'il y a ce genre d'initiative. Ça donne l'impression d'être la vieille marmite qui est réchauffée. Excellence, M. Samuel. Vous ne me permettez jamais de faire l'historique. Et permettez-moi de me rappeler de la grève générale illimitée. 92, 13. Oui. Permettez-moi de me rappeler de la fissure, la scission de l'UFC, qui a abouti à la création de l'ANC. 2012. Ça fait juste 2 exemples. Je préfère m'en tenir à ces 2 exemples-là pour toucher du doigt les errances, les divagations, les erreurs, la navigation à vue de l'opposition. Du coup, vous savez, non seulement que cette opposition, elle est dans l'errance, mais en réalité, elle ne combat pas le parti au pouvoir en prélude, mais elle se fait la guerre interne. Cette opposition se fait d'abord la guerre interne entre elles. La guerre d'ego. Bon, vous savez, je le dis, je le répète, je le maintiens, que nous en sommes encore là parce que cet accord RPT-UFC était la solution, était le décor qui devait permettre à ce qu'il y ait du Togo nouveau. Avant que cette maladresse d'un acteur, bon, il était acteur de l'UFC et qui, en 2010, nous avons vu tout ce qu'il y a eu comme maladresse ou qui a débouché à la fissure de l'UFC avec la création de l'ANC et combien d'années de manifestations de Togolais qu'on n'a pas usé dans les rues. Et au finish, cet acteur politique lui-même, il s'en est sorti avec un statut de chef d'office de l'opposition, avec tout ce qu'il y a comme gain pour lui. Et ma foi, ça ne s'en est pas arrêté là. On en a continué, on a vu aussi avec CAP 2015, etc. Non. Et je crois que l'opposition togolaise doit se ressaisir et comprendre d'abord que cela s'impose à elle l'amour de ce pays.
l'amour des Togolais et non pas toujours la quête des intérêts personnels, les calculs politiques personnels. Bon, quoi qu'il en soit. Maintenant, quand vous regardez cette nouvelle donne-là aujourd'hui, est-ce qu'elle vous semble être une prise de conscience? Mais écoutez, Excellence, M. Samuel, cela ne vous échappe pas qu'avant la sortie de ces regroupements, la DMP, la DMK, etc., il y avait eu une sortie de certains acteurs politiques, en l'occurrence la LC, et la société civile, le professeur David Dossé, Togo Debout, etc. Bon, donc, c'est-à-dire l'opposition elle-même, elle se cherche, elle divague, elles sont dans des rivalités qui ne disent pas leur nom, etc. Et le parti au pouvoir observe, analyse et reste serein. Et maintenant, il faut aussi reconnaître une chose. Cette fissure de l'UFC, parce que cet accord FPT-UFC allait garantir une alternance en 2015. Si, de la manière dont le parti au pouvoir a posé les jalons du respect de cet accord, parce que nous nous souvenons, l'accord avait prévu un partage de gouvernement, partage de chancellerie, ce que le parti au pouvoir a commencé par observer fidèlement. Et si cette logique était continuée en 2015, ça allait garantir la tenance parce qu'il faut aussi reconnaître que dans l'opposition, M. J-Christ Olympio incarnait ce leader sérieux, cette alternative-là, pour l'opposition, quelqu'un, et c'est pour cela la communauté internationale, y compris les États-Unis. Et c'est ça qui a fait que nous avons vu la présence de la secrétaire d'État Hillary Clinton à Lomé pour sceller cet accord. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, qui incarne cette alternative-là? On regarde, on n'en voit pas. C'est seulement les guerres d'ego, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, même les Togolais sont fatigués de cette opposition. Mais au même moment, et vous savez, et quoi qu'on dise, même avec cette opposition, sa stratégie et sa manœuvre a été toujours des propagandes de dénigrement, des propagandes de manipulation, etc. Et les mêmes propagandes qui avaient été orchestrées contre le feu général Ayadema, qu'on a qualifié de tous les noms, etc. La même chose a été orchestrée contre J-Christ Olympio lui-même. Ces propagandes, on croit, il a vendu la lutte, etc. Même ça a été fait contre Agboibo également. Alors donc ça veut dire que cette opposition n'a pas de stratégie, elle divague. Elle n'a que des ambitions personnelles, incarnées surtout par Jean-Pierre Fabre, avec des ambitions personnelles, des ambitions égoïstes. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que des initiatives comme telles sont vouées à l'échec? Excellent, M. Samuel, vous savez, de telles initiatives, je vous dis que même dans l'opposition même, des gens nourrissent, les gens lui veulent de l'échec au sein de l'opposition elle-même. Alors, donc, si vous me permettez, pour aboutir, comme pour dire qu'il revient à l'opposition elle-même de faire un État. De faire un État en remontant historiquement dans leur parcours et noter tout ce qui a été comme insuffisance, et tout ce dont ils doivent prendre conscience qu'ils doivent corriger, et maintenant, dans un sérieux, essayer de voir ce qu'il faut présenter. Parce que, n'oublions pas, le même parti au pouvoir qu'ils ont vilipendé, qui a été rejeté par les Togolais, ce même parti au pouvoir aujourd'hui, je vous dis a de l'audience. Et il y a des gens dans le parti au pouvoir qui ont développé des imaginations, des stratégies pour aller à la rencontre des Togolais, pour séduire les Togolais, pour convaincre les Togolais à adhérer, etc. Alors donc, et pour clôturer, si vous me permettez, je vais clôturer au même moment pour dire que je voudrais également aussi condamner cette aventure malheureuse, cet incident-là qu'a subi la députée Mme Adjamagbo dans la préfecture de Tone lors de sa tournée. C'est vieux déjà. Non, c'est à peine 3 mois ou c'est récent. Oui. Donc, non, c'est pour condamner parce que de telles pratiques n'honorent pas notre pays, ça ne fait pas une bonne image de notre pays. Donc, si nous sommes en démocratie, la démocratie requiert que la liberté d'expression, etc. Voilà. La dynamique, Monseigneur Poudreau, la dynamique pour la majorité de l'opposition, on sait que tout ça c'était ensemble et puis ça s'est disloqué.
Après, on a Lumière pour un développement dans la paix et... bon, moi, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ce nom. Et puis, le Front touche pas à ma constitution. Bon, tout ça, ça se disloque, ça se recrée, ça met ensemble de ceci ou de cela. Bon, c'est quoi le fond, en fait? Après cette longue tirade de Cyril Nokounou, je n'ai presque plus rien à ajouter. Ce que je peux dire, pourquoi pas quelque chose plutôt que rien. Et nous sommes preneurs de toute initiative qui puisse consolider la paix dans notre pays et permettre le développement harmonieux qui soit bénéfique à tous les Togolais. Personne n'a intérêt à ce que l'opposition soit divisée. D'ailleurs, une opposition unie et forte participe, qu'elle le veuille ou non, à la construction du pays. Dans son message à la nation, je pense en décembre, le président du Conseil a invité toute la classe politique à jouer son rôle. Il a invité l'opposition à se mettre au travail tout en critiquant, faire des propositions et participer à la réalisation de ce qui engage le développement du Togo. Si cette nouvelle coalition ou ce nouveau regroupement s'inscrit dans cette logique, je dis et je le répète, les Togolais sont preneurs. Ce n'est pas une bonne chose que le pouvoir en face, le pouvoir en place, ait en face une opposition émiettée, faible, presque inexistante. Cela n'amène pas les dirigeants à faire plus d'efforts, puisqu'il n'y a pas de contradiction, puisqu'il n'y a pas de nouvelles propositions. Alors, ça laisse le pouvoir en place un peu dans la léthargie. On pense que ce qu'on fait est déjà suffisant, puisqu'il n'y a personne qui inquiète que si on ne fait pas plus, on risque de perdre. Il n'y a rien en face, c'est du maïs. Comme le disait Laurent Gbagbo, ou plutôt son jeune frère, celui qui était avec Laurent Gbagbo à la Haye, à la Cour pénale. Blé Goudé. Blé Goudé. C'est Blé Goudé, le terme est de Blé Goudé, et c'est pour ça qu'il était accusé et malheureusement, et heureusement plutôt, il a été acquitté. Voilà, au Togo, franchement, nous avons besoin que l'opposition se réorganise et qu'elle participe efficacement à la vie politique. Que ça ne soit pas une opposition de blocage des initiatives de développement. Non, une opposition qui participe, qui propose. C'est ça. C'est de cette opposition que nous avons besoin au Togo. Et si cette nouvelle initiative va dans ce sens, nous sommes preneurs. C'est la troisième fois que je le dis. D'accord. Yao Nokounou, une nouvelle initiative, mais autour d'une même cause, alternance, tout ça. Est-ce que c'est pas... on n'a que ça à proposer dans l'opposition aujourd'hui? Bon, vous savez, selon M. Samir, ce n'est pas étonnant. Les partis politiques sont créés, c'est pour la conquête du pouvoir. Donc, là, ce n'est pas étonnant. Mais je vous dis que... Aujourd'hui, la donne a changé aussi avec la nouvelle constitution. Ce n'est plus une personne qui conquiert le pouvoir, c'est un parti politique. Exactement. Dont le leader devient le président de conseil. Exactement. Et donc, j'ose croire que cette opposition n'aura pas d'adversaire, l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une pluralité d'opposition. Nous assistons à une pluralité d'opposition. Donc, vivement, j'espère que cette opposition n'aura pas
d'adversaires comme opposition. Parce qu'effectivement, tel que l'a dit M. Lemou, le parti au pouvoir, il est serein, il est prudent, il observe. Donc, il n'a pas besoin, le parti au pouvoir. Peut-être que je fais aussi un abus en disant que le parti au pouvoir ne combat pas. Si tout à l'heure, je voudrais condamner la situation que Mme Adjamagbo a subie dans le Nord, je ne peux pas dire cela. Mais il faudrait que cette opposition-là n'ait pas encore pour adversaire, pour opposition, une autre branche de l'opposition. Et maintenant aussi, il faut que ces initiateurs de cette dynamique-là, qu'ils s'expliquent, qu'ils clarifient aux Togolais leurs intentions, leurs stratégies, leurs schémas, etc. Et donc, ils ont du boulot. Ils ont du boulot, mais tout en sachant que il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont de l'opposition, ils n'ont pas les pouvoirs de décision. Parce que généralement, c'est cette illusion-là qui anime beaucoup d'entre eux, où peut-être quand vous voyez quelques Togolais s'agglutiner derrière vous, c'est fini, on en prend comme une bâton magique où on se permet de tout, etc. Non, il faut redescendre sur terre, il faut revenir à la raison et savoir. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, dans l'opposition, il n'y a pas l'alternative. La chance que nous avions eue, c'était avec J-Christ Olympio, avant que l'opposition, avec cette bêtise de créer l'ANC, n'y soit. Parce que la création de l'ANC, je vous l'ai dit, excellent, M. Samuel, c'était une bêtise. Parce que la division a toujours été une bêtise. On ne va pas parler de cette façon. Voilà. Alors, je disais que pour ceux qui lancent aujourd'hui le manifeste Génération Togo, ils ont une mobilisation, enfin une stratégie en 3 étapes. Mobilisation citoyenne, ouverture d'un dialogue et tenue d'assises. Alors, parlons de mobilisation citoyenne. On a l'impression que l'opposition togolaise peine aujourd'hui à mobiliser. C'est évident. Et quand je dis, je dois préciser, quand je dis nous sommes preneurs des initiatives qui participent à la consolidation de la paix, nous, preneurs, c'est les citoyens togolais. Je ne parle pas d'un parti politique, je ne parle pas du parti au pouvoir. Je parle de nous, citoyens togolais. Après que les candidats politiques s'affrontent et se positionnent après les résultats des différentes consultations électorales, nous, citoyens, on observe les comportements, les initiatives, les actions qui puissent nous permettre de bien vivre. C'est pourquoi je dis, si c'est une belle initiative qui participe à la consolidation de la paix, dont les acteurs participent au développement du pays, nous sommes porteurs, nous sommes preneurs. Voilà. Maintenant, votre question voudrait savoir si cette initiative peut prospérer en matière de mobilisation. Les acteurs, ils ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas un acteur nouveau. Seuls certains noms, Lumière, je ne sais quoi là. Oui, je vous donne Tous le nom. sont connus. Lumière pour un développement dans la paix. Tous sont connus. La DMP, la DMK, touche pas à ma constitution, patati. Tous sont connus. Et ils ont fait leurs preuves à différents niveaux, à différentes occasions, des compétitions électorales, des tentatives de mobilisation, de contestation. Ils ont tous fait leurs preuves. Maintenant, qu'ils prennent cette initiative en dehors du cadre accepté et initié par le gouvernement, notamment le cadre de concertation nationale, qu'ils évitent proprement. Mais si de l'extérieur de ce cadre, ils peuvent apporter quelque chose d'utile, eh bien, nous, citoyens, on observe. Et quand c'est bien, personne ne rejette. Personne. Alors, est-ce qu'ils pourront mobiliser? Nous avons déjà vécu la dernière mobilisation à Kassimé, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'était... Non, ce n'est pas les mêmes acteurs politiques.
Ce n'étaient pas les mêmes, sauf que certains se retrouvent dans ce regroupement. Non. Si. C'est pas les mêmes. Si. Oui. Et ils ne sont pas tous dans ce nouveau regroupement. C'est les Ceux qui ont... CENU, comment ils avaient appelé ça? CENU. Oui, oui. Oui. Alors, nous avons vu le niveau de mobilisation. Eux, c'est le top. Maintenant, ceci, je ne sais pas quel sera, quand vous prenez « Touche pas ma constitution », ils ont appelé plusieurs fois à des marches, à des mobilisations, mais ils n'ont pas pu remplir 50 chaises. Ils ont soutenu les partis de l'opposition aux dernières élections législatives et régionales. Mais ça n'a rien donné. Maintenant, qui est-ce qu'ils veulent mobiliser? Est-ce que c'est ceux qui les connaissent et qui les rejettent? Parce que naturellement, on ne peut pas faire partie du problème et se proposer en solution. À moins qu'on fasse, à un moment donné, une introspection et qu'on fasse son mea culpa devant la population dont on a abusé la confiance. C'est possible de renaître, mais d'abord l'acte de contrition. Et après, on verra si on peut encore faire chemin ensemble. Dans le cas contraire, ça risque d'être des gesticulations de plus et inutiles. Sur les réseaux sociaux, on va nous rabattre les tympans. Ah oui, mais sur le terrain, qui va mobiliser qui? Je ne sais pas encore. Nous allons voir les acteurs à l'œuvre. Ben, écoutez, vous savez, je crois que l'opposition doit encore accroître son degré d'imagination. L'opposition doit faire une analyse beaucoup plus approfondie et savoir quel genre de langage, quel genre de message, de motivation déployer à l'endroit des Togolais. Et ma foi, l'opposition doit prendre conscience que les propagandes de dénigrement n'ont toujours eu comme effet que de créer des distorsions, etc. L'opposition doit se montrer, se mettre dans une posture de courtoisie et savoir qu'elle a besoin d'œuvrer pour avoir de l'audience. Certes, elle n'a pas les moyens que le parti au pouvoir en a, parce que le parti au pouvoir, non seulement, il a quand même mis les moyens pour essayer de convaincre les Togolais, pour ramener les Togolais à sa faveur. Non seulement les moyens, mais ils ont fait preuve de stratégie, etc. Pour aujourd'hui, il faut dire que le parti au pouvoir, il faut le reconnaître en toute sincérité, a de l'audience au sein des Togolais. Donc, l'opposition doit revoir sa stratégie, doit revoir copie. Et quand je parle de l'opposition, vous savez, il y a aussi une pluralité. Et arrêter, ces rivalités-là, ces égoïsmes-là, ces contentions entre eux-là, l'opposition doit arrêter ça. On reviendra dessus à d'autres occasions. Yao Nukunu, merci d'être passé. Constant Lemou, merci à vous aussi. À nous de vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission de ce jour. Je vous retrouve le samedi.